conférence T-Talk. Alors je vais vous présenter un petit peu le déroulement de cet après-midi de conférence. Alors T-Talk, c'est quoi? Avant tout, T-Talk, c'est un projet étudiant high-tech dans le cadre de nos études. T-Talk, c'est un projet qui a été porté par notre équipe, Guillaume, Yacine et Julie, notre chef, et moi-même, Quentin. Et nous avons choisi d'organiser une conférence. Alors une conférence, c'est bien, mais sur quoi? Nous avons choisi de faire une conférence pour faire découvrir les innovations, partager des idées, inspirer des conférences TED, donc des idées novatrices, des idées nouvelles, des nouvelles technologies, et vous les présenter dans un format court. Et quand je dis des, c'est bien des, puisqu'en fait il n'y a pas une conférence, mais plusieurs. Nous avons 2 intervenants aujourd'hui qui vont vous présenter leur sujet. Ces conférences dureront environ 40 minutes, partagées en 30 minutes de parole pour l'intervenant et 10 minutes avec lesquelles vous allez pouvoir poser des questions, interagir. N'hésitez pas, justement, si vous avez des questions sur ces sujets qui pourraient être très pointus. Alors, on parle de sujet, justement, abordons. Notre premier sujet sera donc avec M. Lionel Prévost, sur l'informatique émotionnelle. M. Lionel Prévost qui est directeur de recherche en machine learning, big data et robotique mobile. Et ensuite, une deuxième partie avec M. Philippe Magnévet, qui est professeur en biochimie, en biologie moléculaire et directeur du centre de ressources biologiques du groupe hospitalier Saint-Louis-la-Rivoisière, qui nous parlera donc de médecine citoyenne. Donc je vais passer la parole à M. Lionel Prévost. Vous le savez peut-être, cette conférence est filmée, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux de l'école, une fois qu'elle sera montée. Et tout à la fin, une petite collection vous attend. Sur ce, je vous passe la main. Ok, bonjour à tous. Donc, Lionel Prévost, professeur d'unité universitaire en informatique et directeur de recherche à l'ESI depuis septembre. Et donc, mon sujet de recherche. Alors, mes travaux en général sont rattachés au machine learning. Ce qu'on entend par machine learning, c'est tout ce qui est le traitement des données par les ordinateurs. On appelle ça intelligence artificielle, apprentissage artificiel, ce que vous voulez. Le traitement des données massives, donc ce que vous connaissez sous le nom de big data, et là on le titre. Et le titre de la conférence, ce sera informatique émotionnelle et en particulier que révèle notre visage. Attention, je vous observe tous. Alors, vous connaissez sans doute les séries Lie to Me et Mentalist, où vous avez un monsieur qui s'y connaît dans l'observation des gens et qui est capable de déterminer, en regardant leur visage, leur émotion. L'objectif de l'informatique émotionnelle, c'est de donner aux ordinateurs, aux machines, la capacité de percevoir, d'interpréter et de manipuler un petit peu les émotions. Voilà. Donc là, vous avez un cas très simple avec l'acteur de Lie to Me, où on vous montre une émotion très prototypique qui est la surprise. Donc la surprise, c'est voilà, le sourcil se relève, les yeux s'agrandissent et la bouche est ouverte. Voilà. Super facile, je dirais. Le problème, c'est qu'on n'est pas souvent dans des cas comme ça. Et nous, ce qu'on a généralement à traiter, c'est des cas plutôt comme ça. Ce que j'appelle en conditions non contraintes. Alors, qu'est-ce que j'entends par conditions non contraintes? Dans le cas précédent, j'avais une photo bien cadrée de la personne, bien de face, et tout. Et voilà les cas qu'on est censé traiter, nous. C'est-à-dire potentiellement de multiples personnes, qui ne regardent pas forcément l'objectif de la caméra, et donc il va nous falloir réussir à détecter le visage des personnes, à réussir à détecter l'émotion de la personne, quelle que soit l'orientation du visage, sauf si la personne est de dos, bien évidemment, quand même, etc., etc. Ce que j'appelle donc, on a des sources de variabilité dans les données qu'on traite. Alors, question, nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ce genre de traitement? Comment est-ce qu'on détecte les visages dans notre champ de vision? Comment est-ce qu'on a réussi à dire qu'une personne s'ennuie ou qu'au contraire elle est très intéressée par ce qu'on raconte? Ça, c'est l'enseignant qui parle. Je vous écoute. L'expérience, c'est surtout le cerveau. On a un cortex là, qui fonctionne très bien, qui va nous permettre de faire tout ça. Voilà. Et c'est comme ça que je commencerai ma conférence. En fait, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on utilise dans notre cerveau, qui s'appelle les neurones. Et je vais vous parler d'un outil technique qui est
très en vogue depuis un certain nombre d'années et de plus en plus en vogue à l'heure actuelle, qui s'appelle donc les réseaux de neurones artificiels. Donc je rappellerai un peu ce que sont les réseaux de neurones naturels. J'en déduirai la modélisation du neurone artificiel et puis je vous présenterai différents modèles de réseaux de neurones, des plus anciens aux plus récents. Et puis je passerai ensuite aux applications, donc l'informatique émotionnelle, en vous présentant quelques projets qui sont en cours, là, qui commencent ou qui sont en cours. Et puis d'autres applications aussi sur des projets plus anciens. Alors, voilà le neurone naturel. Très belle image. Qu'est-ce que c'est un neurone? C'est une cellule nerveuse. C'est une cellule avant tout, nerveuse en plus, qui a la caractéristique d'être reliée avec d'autres cellules. Alors pour avoir quelques ordres de grandeur, on a 10 puissance 10, donc c'est quoi, 10 milliards 10 milliards à 100 milliards de neurones. Et chaque neurone est connecté à 1000 à 100 000 autres neurones. Voilà, ça c'est pour vous donner les ordres de grandeur du cerveau humain. Et on va potentiellement essayer d'imiter, nous, en informatique, sur des machines. Vous voyez, ça va pas être forcément évident, même si maintenant les puissances de calcul nous permettent d'envisager ça. Alors, comment est-ce que ça marche un neurone? La cellule nerveuse que vous voyez ici, elle est reliée aux autres neurones par ce qu'on appelle des dendrites. Et ce sont ces dendrites qui font circuler l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est simplement un potentiel électrique qui est reçu par le corps cellulaire. Et à partir du moment où il y a beaucoup d'influx qui arrivent au corps cellulaire, dès que la somme de ces influx dépasse un certain seuil, on a transmission de l'influx nerveux par l'axone vers le neurone ou les neurones suivants. Voilà, globalement, c'est ça. Alors maintenant, comment est-ce que je peux modéliser ça? Alors, j'ai parlé de modélisation informatique. Je ne vais même pas parler de modélisation informatique. En réalité, ça date de 1945, cette modélisation, et donc c'était plutôt nos amis mathématiciens qui travaillaient là-dessus. Voilà, on a utilisé ça par la suite. Donc, je rappelle le principe. Propagation de l'influx nerveux des axones vers les dendrites des autres neurones en utilisant un petit système chimique qui s'appelle la synapse et qui est susceptible d'être inhibitrice, qui va faire baisser l'influx, ou activatrice, qui va la faire augmenter avec des neurotransmetteurs, avec des patata, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, il y a une pondération du signal. Deuxième étape, sommation des influx au niveau du corps cellulaire. Troisième étape, transmission ou non, si la somme des influx dépasse un certain seuil. On a les trois paramètres qui sont ici. La pondération, on va utiliser simplement des paramètres numériques, positifs ou négatifs, qui vont jouer le rôle des inhibiteurs et des excitateurs. On a une sommation, et ensuite une simple fonction seuil qui va décider de faire passer mon influx vers le neurone suivant. Voilà, on a notre neurone artificiel. Et on va voir qu'avec un seul neurone, on va réussir à faire des choses intéressantes. Évidemment, pour faire des choses très intéressantes, on peut voir plus. Alors, on va quand même faire un tout petit peu de géométrie. J'ai un neurone à deux entrées. D'accord? X1, X2. Pondéré par oméga 1, oméga 2. Et le seuil delta qui se trouve ici. Ça, je peux définir ça comme une équation de droite. D'accord? C'est une équation donc, dans le plan X1 X2, une droite, qui va séparer le plan en deux parties, dont le si est le signe de cette grandeur ici, de l'équation, va donc être positif, désolé, positif d'un côté et négatif de l'autre. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec un neurone à deux entrées? Eh bien, on va faire déjà des applications d'aide à la décision. Typiquement, je voudrais analyser le trafic sur une route nationale. Je voudrais voir s'il y passe beaucoup de poids lourds ou pas, pour éventuellement mettre des panneaux et dire interdit aux poids lourds. Alors, on dispose d'un capteur, une caméra, donc, qui va mesurer la longueur du véhicule et le niveau de bruit. Okay, et on va construire ce qu'on appelle une base de données, comme vous pouvez voir ici dans le tableau. Donc les camions, évidemment, sont longs et ont un certain niveau de bruit, a priori. Les autres véhicules ont des caractéristiques différentes. Et comme moi, je vais être capable de différencier les camions des autres véhicules, je vais donner un label à mes camions, à mes autres véhicules. Les camions, ce sera la classe positive, plus 1. Les autres véhicules, la classe négative, moins 1. Si vous regardez dans mon plan, j'ai placé les autres véhicules, ce sont les points bleus. Les camions, ce sont les points rouges. Et je peux tout à fait tracer une droite
qui sépare les deux classes, dont j'ai déterminé à la mano les coefficients, et j'ai mon problème de discrimination. Quand je vais avoir une nouvelle donnée qui va apparaître, ma caméra va me donner une longueur et un bruit, ça veut dire que je vais avoir un nouveau point dans mon espace à deux dimensions, et suivant où je me trouve par rapport à la droite, je saurai que c'est un camion ou un autre véhicule. D'accord? Sauf que là, la machine, elle a servi à quoi? À rien. Puisque j'ai trouvé, c'est moi qui ai trouvé la droite et qui ai calculé ces paramètres. Notre objectif, ça va être de trouver de manière automatique les poids oméga du réseau, du neurone, donc le fameux poids synaptique, là, comment est-ce que les différentes entrées vont être pondérées, et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'exemple. Alors, je reviendrai sur l'apprentissage humain, mais on va voir que ce qu'on fait, c'est de l'apprentissage par l'exemple. Alors, qu'est-ce que c'est un exemple? C'est typiquement un camion là, avec sa longueur, son niveau de bruit et sa classe, par exemple. Et donc, je vais utiliser ces informations-là pour apprendre les poids, les paramètres de mon réseau. Alors, je vous passe l'algorithme, j'ai enlevé tout ce que je pouvais de mathématiques. Mais simplement, le principe est le suivant. On tire au hasard un exemple dans la base d'apprentissage, dans la base de données. Si l'exemple est bien classé, est-ce qu'on a des raisons de changer les connexions du neurone? Absolument pas, puisque l'exemple est bien classé. Inversement, si l'exemple est mal classé, on va modifier les poids de manière à ce qu'ils soient bien classés. Et on continue jusqu'à ce que tous les exemples de la base de données soient bien classés. Et après, on a fini. Bon, c'est une hypothèse un peu optimiste. Ok? Donc, typiquement, à une certaine itération, je suis dans cette situation-là. Comme vous pouvez le constater, ma droite orange sépare quasiment correctement mes points bleus et mes points rouges, mes camions des autres véhicules, mais j'ai un camion qui est mal classé. Donc, quand je vais traiter cet exemple, je vais modifier les poids, autrement dit, les coefficients de ma droite, et à l'itération suivante, je suis dans cette situation-là où toutes mes données sont bien classées, où mon neurone a été correctement appris. Voilà. Donc je suis content. J'ai réussi à analyser le trafic avec un neurone. D'accord? Alors maintenant, on va passer à des problématiques un petit peu plus complexes. Là, on est dans un cas qu'on appelle binaire ou biclasse. On a la classe des camions contre la classe des autres véhicules. Allez, dans les années 60, on avait encore besoin de développer des systèmes de reconnaissance d'écriture. Reconnaître l'écriture, ça signifie être capable de reconnaître des lettres. Et dans le cas des lettres, on a un problème multiclasse, 26 classes de majuscules. Donc il va falloir construire des réseaux multiclasses où on va avoir un neurone par classe, et où en fait chaque neurone va servir à discriminer une classe de toutes les autres. Donc vous avez typiquement le cas qui est dessiné ici, à gauche. Les patholoïdes rouge, vert et bleu correspondent aux données de chacune des classes 1, 2 et 3. Et à l'issue de l'apprentissage, on arrive à séparer par une droite, et c'est tout le problème, nos différentes classes. Pourquoi c'est tout le problème? Parce que dans la vraie vie, les classes, elles sont souvent un petit peu mélangées. Et une droite ne va pas permettre de les séparer correctement. Donc ça, c'est un joli réseau de neurones qu'on appelle monocouche, puisqu'il n'y a qu'une couche de neurones. Mais il est un petit peu limité parce qu'il n'est capable de traiter des problèmes linéairement séparables. Ce qui, dans la vraie vie, ne sert pas à grand-chose. Donc, je vous le donne en mille. Comment est-ce que je vais réussir à traiter des problèmes non linéairement séparables? En rajoutant une couche de neurones et en faisant un réseau multiple. Là, on a typiquement notre couche d'entrée qui reçoit les informations, notre couche de sortie qui va prendre les décisions, et une couche au milieu qui va réussir à manipuler les données de manière à les rendre plus ou moins linéairement séparables. Alors mathématiquement, là, ça veut dire simplement qu'on transforme notre espace de représentation initiale dans un autre espace, on fait un changement d'espace. Voilà. Et dans cet espace, les données sont linéairement séparées. Le problème, c'est que là, les mathématiciens nous ont lâchés. Et dans les années 70, on avait compris qu'avec un réseau comme ça, on arriverait à traiter des problèmes non linéairement séparables. Malheureusement, on n'avait pas d'algorithme pour les apprendre. Donc, c'est ce qui s'est appelé le premier hiver du connexionnisme. On a tout arrêté, on est passé à des techniques d'intelligence artificielle plus classiques. Et puis, on a continué à réfléchir. Enfin, ils ont continué à réfléchir. En 70, je n'étais pas encore très efficace. Voilà. Et puis, en 85, est arrivé un nouvel algorithme. Alors,
Je ne vais pas le comparer au premier algorithme que je vous ai montré, mais le principe est à peu près le même. Encore une fois, on prend au hasard un exemple d'apprentissage. On calcule, on le propage à l'intérieur du réseau, on calcule l'erreur par rapport à sa sortie désirée, et on va modifier les points en fonction de l'erreur. Alors je reste une seconde sur cette phrase. Il est évident que si l'erreur par rapport à cet exemple est nulle, ça veut dire encore une fois que l'exemple est bien classé, donc on ne modifie pas les poids. Et plus l'erreur augmente, plus on va modifier les poids pour améliorer la classification. Vous avez un exemple qui est donné là, donc imaginez encore une fois que ce soit nos véhicules, en rouge les camions et en vert les autres véhicules. Et vous pouvez constater la frontière, cette fois non linéaire, qui a été construite au départ. Donc là, au départ, c'est des poids, des paramètres qui sont tirés complètement aléatoirement. C'est ce que vous pensez de cette frontière, elle vaut rien. D'accord? Elle ne sépare pas du tout les classes vertes et rouges. D'accord? J'applique mon algorithme de rétropropagation. On rejoue la même séquence. On a plaqué un modèle de visage sur chacun des individus détectés. On va déterminer la direction du visage, l'âge de la personne et son genre. Encore une fois, les carrés bleus et les carrés rouges. Voilà. Et le dernier point dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle la réidentification. Donc, vous avez plusieurs écrans de publicité dans le métro. On aime bien savoir si la personne a vu l'écran numéro 1 et a regardé l'écran numéro 2. Donc, on ne va pas s'intéresser à connaître l'identité de la personne, mais à être capable de la retrouver dans le champ des différentes caméras. Donc là, vous voyez, pour chaque individu, on va construire un modèle de visage de l'individu. Et vous allez voir qu'on va changer de scène et qu'on va retrouver les individus qu'on avait dans la scène précédente. Donc là, on change de point de vue, nouvelle caméra. Encore une fois, identification de l'âge et du genre. Et on va avoir deux individus qui étaient dans le champ de vision de la première caméra, qui vont apparaître dans le champ de vision de la deuxième caméra. Les deux gamins qui sont là, et on va retrouver en fait les modèles qu'on avait trouvés précédemment. Voilà, c'est toujours sympa de terminer par une démo pour montrer qu'un peu il marche. Quand même, ce n'est pas que de la théorie. Voilà, je terminerai par... Par des conclusions, bon, j'ai fait en anglais, hein, j'ai copié, je n'avais pas envie de réfléchir. Donc, souriez, vous êtes filmé, mais le psy et le petit frère, ils vous aident, ils ne vous surveillent pas. D'accord? Un point sur le marché mondial de la reconnaissance faciale, hors biométrie, je pense. On est à 2 milliards de dollars et dans les 5 ans, on va passer à 6. Voilà. Et les applications de reconnaissance d'émotion, je vous en ai montré quelques-unes, mais elles sont potentiellement limitées dans la mesure d'audience. Rajouter une couche de sécurité dans les aéroports pour potentiellement repérer les individus malveillants. Voilà. Faire des vêtements connectés qui permettraient aux autistes, alors le problème des autistes, c'est qu'ils ont du mal à percevoir l'émotion et à la jouer. Donc les aider est tout à fait possible aussi, et puis créer des expériences virtuelles tout à fait amusantes. J'aurais dû rajouter un transparent en vous remerciant de votre attention et en vous invitant à poser des questions, je ne l'ai pas fait. Je vous remercie.